9 minutes à présent, ces questions au gouvernement. Alors vous le savez, nous allons aussi à la rencontre des citoyens sur LCP pour savoir quelles questions, eux, ils auraient posées aux membres du gouvernement s'ils étaient dans l'hémicycle. Je vous propose d'entendre Manuela, elle a 57 ans, elle subit les grèves depuis 2 semaines maintenant. Elle est au micro de Rahabika et Loïs Grégoire. Merci. La parole est à... Bonjour, je suis Manuela, j'ai 57 ans. Je travaille dans la restauration collective sur Paris. Je prends un train qui me ramène de Mantes-la-Jolie à Saint-Lazare, tant bien que mal. On dirait des moutons dans le train. Ensuite, après, je suis obligée de marcher 20 minutes pour accéder à mon lieu de travail. Plus, ensuite, ma journée de travail qui est très fatigante. Je piétine toute la journée. Que comptez-vous faire pour que ça puisse s'arrêter? J'en peux plus, je suis à bout. Voilà. Voilà, Manuela, elle n'en peut plus, elle est à bout, elle vous le dit, Erwan Balanant, en tant que député de la majorité, député MoDem. Que comptez-vous faire? Elle s'adresse là au gouvernement et comme la plupart des Français, elle impute finalement ce bazar, ces grèves. Pas la plupart des Français. Une majorité, disent les Français, mais il y a aussi, disent les sondages, au gouvernement. Oui, c'est 45-39. J'ai vu ça hier. Bon, c'est une majorité, mais qui n'est pas... voilà. Voilà, c'est effectivement extrêmement compliqué pour les Français de la région parisienne, essentiellement, puisque à part sur les longs déplacements, pour les autres Français, il n'y a pas d'impact important. Moi, je crois que imputer la faute au gouvernement est assez culotté, je trouve, de la part des syndicats, d'une partie des syndicats, parce qu'il y a certains syndicats qui sont prêts à se mettre autour de la table. Je ne sais pas si Manuela, elle est syndiquée. Hein, non, mais Manuela est en colère, est fatiguée, et c'est normal. On voit bien. J'ai vu hier dans la presse parisienne qu'il y avait eu une agression dans la rue de gens, un automobiliste avec une personne qui s'était agressée. Enfin, il y avait eu une voie de fait. Mais c'est normal. Les gens sont fatigués. C'est une réalité. Le souci, c'est qu'il n'y a pas que les usagers des transports. Il y a beaucoup de tensions effectivement dans la société. Les commerçants, les services publics. Enfin voilà, il y a quand même du monde qui sont tout à fait. Et beaucoup de salariés d'entreprises qui aujourd'hui, au départ, faire du télétravail un jour, 2 jours, ça va, c'est possible, mais pendant... leur chiffre d'affaires baissé là c'est aujourd'hui. Compliqué. Donc moi, je redis, je crois que le Premier ministre a ouvert largement sa porte à la négociation. Il y a des éléments sur lesquels il y a des négociations possibles et même souhaitables, sans doute. Donc il faut que les syndicats retournent à la table des négociations le plus vite. Et moi, je pense qu'après cette manifestation d'aujourd'hui, je pense qu'une fin de conflit serait souhaitable pour tout le monde. Alors, Valérie Lacroute, la faute à qui finalement? Au gouvernement ou aux syndicats? Très clairement au gouvernement, voilà. Après oui, mais en tout cas pour nous, ça nous semble logique que les syndicats aient leurs responsabilités aussi. On l'entend, mais il n'empêche que le calendrier des discussions et des négociations, c'est bien le gouvernement qui l'a mis sur la table. Donc c'est quand même au gouvernement d'arriver à sortir de cette situation qui est quand même regrettable à quelques jours de Noël, et on se doutait bien que on allait en arriver là. Donc, ce qui est quand même regrettable. Après 2 ans de travail, Monsieur Delevoye, on va y revenir peut-être tout à l'heure, a travaillé plus de 2 ans, a eu des discussions soi-disant avec les syndicats. Il a sorti un rapport soi-disant très étoffé. Et on se retrouve dans une situation où finalement les syndicats, le gouvernement dit aux syndicats, maintenant je vous donne la parole, à vous de nous faire des propositions. Enfin, on est dans une situation qui est quand même surréaliste. Non, moi, je trouve ça, et moi, j'ai mes administrés de la circonscription et vous aussi, j'imagine. En tout cas, moi, je suis en Île-de-France, à 80 km de Paris. Je peux vous dire que chaque jour, c'est 4 heures à 5 heures de transport pour des gens qui n'ont plus que 2 ou 3 trains par jour. Il y a un moment, c'est pas possible que le gouvernement reste dans cette situation et que le Premier ministre n'avance pas. Si, parce que le Premier ministre... Est-ce que je peux donner 2-3 éléments rapides? Alors, très rapidement, parce qu'on va repartir aux 4 colonnes. Sur ce texte-là, il y a eu un travail de concertation en amont qui a été mené. Important, personne n'a été pris de court. Aujourd'hui, on a une architecture du projet, on n'a même pas de texte. Donc, on n'a même pas de texte. Puisque le texte Attendez, je ne vous ai pas coupé, Madame Lacroute. On n'a même pas de texte. Donc, tant qu'on n'a pas de texte, je pense que c'est encore le temps de la négociation importante. Et si on veut justement être dans une démocratie moderne ou une démocratie continue où le dialogue se fait, c'est là, c'est maintenant. Alors, ces négociations, elles vont continuer et elles vont avoir lieu à Matignon demain et après-demain. On va parler du cas
Delevoye, vous l'évoquiez à l'instant, avec Éric Pauget qui va interpeller le gouvernement. Il est député Les Républicains des Alpes-Maritimes et il est à votre micro, Stéphanie Despierres. Éric Pauget, bonjour. Qu'allez-vous demander au gouvernement concernant la démission de Jean-Paul Delevoye ? Écoutez, 12 ministres qui changent en 2 ans, dont 8 pour affaires, ça interpelle les Français et je veux poser la question simple au Premier ministre de savoir si oui ou non il était au courant de sa situation. Parce qu'a priori, on nous apprend que depuis 2017, tout le monde au gouvernement connaissait la situation de cumul d'activités de M. Delevoye, de cumul de rémunération, ce qui est interdit par la Constitution. Donc il faut qu'aujourd'hui Matignon nous réponde, est-ce que oui ou non ils étaient au courant? Et si oui, pourquoi l'a-t-il couvert? Merci, on a bien compris, on attend la réponse du Premier ministre. Merci. Merci Stéphanie Despierres. Erwan Balanant, qu'est-ce que vous pouvez dire pour défendre finalement Jean-Paul Delevoye? Aujourd'hui, on sait que visiblement, hein, c'est ce que dit Matignon, il n'avait pas été au courant de la rémunération qu'il touchait pour l'un de ses mandats. Je ne vais pas être en défense de M. Delevoye. Il a démissionné et il a admis avoir fait une erreur. Et je crois qu'il l'a dit. Il a dit j'ai fait une erreur et il démissionne. Bon, avant même être. Il y a eu des négligences. Visiblement, moi j'avoue que je suis, à la haute autorité. Comment on découvre ça finalement Matignon, 2 ans et demi non, après? parce que c'est déclaratif. C'est nos déclarations. Ça s'appelle des déclarations. Donc c'est déclaratif et on a chacun fait les nôtres. Et d'ailleurs, je suis extrêmement étonné de la séquence et la façon dont ça se passe avec M. Delevoye. Parce que moi, personnellement, quand j'ai fait ma déclaration, c'était la première, j'avais non pas oublié des choses, mais ils avaient visiblement trace de comptes bancaires qui n'existaient plus en réalité. Oui. Hein, aussi. Et, voilà. Et donc, ils m'ont dit tout de suite, mais M. Balanant, il y a des comptes bancaires, à quoi ils correspondent? Et moi, j'ai appelé mon banquier, et ça, on n'a pas trouvé tout de suite, je ne sais pas pour vous si c'est pareil. Voilà. Donc ce que vous nous dites, c'est que finalement, il y a eu une faille là. Mais non, mais visiblement, on est passé. Pourquoi la haute autorité, les ministres sont passés au peigne fin quand même. Donc je comprends pas moi pourquoi la haute autorité n'a pas dit à un moment donné, alors que 577 députés ils sont capables de voir. Mais monsieur, vous avez oublié ça. Et d'ailleurs, c'était même pas un oubli de ma part, mais il y a quelque chose qui cloche. Alors là, il y a vraiment plus normalement. On a voulu cacher des choses. Qu'est-ce que vous en pensez qui regarde quand même la situation des ministres, puisque nous, effectivement, les députés, on passe au crible de la haute autorité, la transparence. On a voulu délibérément cacher quelque chose, vous pensez? Moi, c'est quand même la question, et mon collègue la pose aujourd'hui, c'est quand même clairement la question qui est posée au Premier ministre, puisque les ministres font l'objet... Les ministres font l'objet... sur la haute autorité non, les ministres font l'objet d'un examen supplémentaire par le secrétariat général. Au mode déclaratif, c'est-à-dire... Non, puisque tous les ministres précédents, et on l'a vu dans certains cas où le gouvernement a dit on attend 2-3 jours de plus pour s'assurer que tout va bien au niveau des déclarations. Et donc c'est le secrétariat général qui, j'imagine, en lien avec la haute autorité, examine de près la situation financière et les rémunérations perçues par les ministres. Là, en l'occurrence, ce qui se dit, c'est la presse qui le dit, hein, c'est pas nous personnellement, mais ce qui se dit, c'est que le secrétariat général était au courant de cette rémunération et qu'ils ont plus ou moins cautionné cette rémunération. Donc c'est la question, qui va être posée, c'est la question qui y a un démenti de l'entourage de Matignon cet après-midi, et je pense que les Français ont besoin de savoir. C'est légitime. Les questions, elles seront posées cet après-midi dans l'hémicycle. Il y en aura plusieurs d'ailleurs. Répondra clairement à ce sujet. Moi, je suis pour la transparence. Parce que c'est vrai que c'est la classe politique, et je pense qu'on se rejoint là-dessus, c'est la classe politique qui est mise à mal par ce genre de situation, de phénomène. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin de ça. Je pense qu'on a mis tous les garde-fous nécessaires à l'Assemblée nationale pour qu'on soit en capacité, les Français soient en capacité de savoir, connaître nos rémunérations et notre patrimoine. Là, c'est encore une fois de plus une affaire qui nous égratigne, quoi. Alors, on repart aux 4 colonnes. D'autres questions, bien évidemment, sur les retraites cet après-midi et sur la mobilisation. Question de Christophe Najlen. Il est député UDI, Agir et indépendant des Vosges. Et il est à votre micro, Stéphanie Despierres, alors que la cloche retentit dans la salle des 4 colonnes. J'espère que vous m'entendez. Je vous entends, Brigitte. Bonjour, qu'est-ce que vous allez demander au Premier ministre sur les retraites cet après-midi? En fait, plusieurs choses. C'est que cette réforme-là, elle doit être faite avec 3 points importants.
déjà du pragmatisme, de la justice et de la justesse. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on est tous d'accord qu'il faut réformer, qu'il faut faire évoluer notre système de retraite, mais il faut aussi prendre en compte les spécificités, les difficultés de certains métiers, les agents hospitaliers, les fonctions régaliennes, les enseignants, certains autres. Et je pense qu'à un moment donné, quand on parle d'âge pivot qui est complètement fourre-tout, eh ben on a besoin d'être beaucoup plus précis quand on veut présenter aux Français une réforme aussi importante que celle-là. Merci pour ces précisions. Merci à vous. Merci Stéphanie Despierres. Alors que Damien Abad est également salle des 4 colonnes, il est député Les Républicains de l'Ain et il va interpeller cet après-midi le gouvernement. C'est possible de porter une réforme comme cela tout seul avec tout ce qui y est arrivé. Est-ce que vous avez un intérêt à ce que cette réforme soit retirée purement et simplement parce qu'elle ne va pas assez loin, elle n'est pas assez claire pour vous? Mais vous plaidez aussi pour une réforme. Mais nous ne voulons pas le retrait de la réforme. Nous voulons une réforme juste et audacieuse. On veut que le gouvernement mette de la justice dans cette réforme et dise la vérité aux Français et s'engage à ne pas baisser les pensions des retraités et que ce gouvernement prenne les responsabilités. Aujourd'hui, le gouvernement il a une responsabilité d'abord sur le calendrier. C'est la première fois, alors qu'en 93, en 2003, 2010, il y a eu des réformes de retraite, c'est la première fois qu'on a un calendrier qui est aussi près de Noël. Il y a un problème aussi sur la méthode, il y a une responsabilité du gouvernement sur la méthode en tant que telle. On voit bien la confusion et le flou engendrer des angoisses au sein des Français. Et puis il y a un problème sur le fond, c'est qu'il y a une promesse présidentielle de ne pas dépasser l'âge de retraite de 62 ans et on voit bien aujourd'hui que c'est intenable financièrement. Et on a surtout un Premier ministre qui est pris en étau par sa propre majorité avec un patron du groupe La République En Marche et des députés qui organisent en catimini dans leur coin un échange avec le leader de la CFDT alors même tout pour déjuger le Premier ministre sur l'âge pivot. Donc encore une fois, c'est la confusion à tous les étages. Demain, le Premier ministre rencontre à nouveau les syndicats à Matignon. Voilà, c'était le président du groupe Les Républicains. Erwan Balanant, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Damien Abad qui vous accuse sur la méthode, sur le fond, la pénibilité, l'éventuelle baisse de pension? Rien ne va finalement. Non, mais les Républicains, ils sont un peu gênés parce que sur cette réforme, il y a des choses qui leur plaisent, il y a des choses qui leur plaisent pas et c'est difficile. Donc ils parlent de justice. Je suis désolé, cette réforme, elle est juste en réalité. Elle met en place des nouveaux droits pour un certain nombre de personnes. J'ai re-regardé le rapport et j'ai vu par exemple de Monsieur Delevoye que dans cette, par exemple, quelqu'un qui est aidant familial aujourd'hui et qui prend un congé, aujourd'hui il cumule pas, il valide pas. Là, il validera ses points. C'est des choses toutes petites comme ça, mais qui vont être de la vraie justice. Alors après sur le calendrier, moi je suis désolé, on est parlementaire et il faut avancer. Et la France a besoin d'être réformée, donc il faut avancer. Il y a toujours une bonne excuse pour ne pas faire les choses. Et sur les retraites, ça fait 30 ans que tout le monde a une bonne excuse pour ne pas faire les choses. Oui, enfin on a fait déjà plusieurs réformes. Il y a eu des réformes, mais pas suffisantes, mais courageuses. Pas suffisantes. 2015, 2003, 2010. Donc là, nous prenions en place. Oui, non, mais attendez. Je entièrement d'accord, mais sauf que là, on met en place une réforme systémique pour qu'elle dure. Et à côté de cette réforme systémique, une réforme systémique qui ne serait pas équilibrée, elle serait vouée à l'échec. Donc, il y a effectivement un sujet sur l'âge d'équilibre sur lequel il faut continuer à travailler. Et si les syndicats ont des propositions pour obtenir l'équilibre sans toucher à cet âge d'équilibre, eh ben, allons-y. Je crois que la porte est ouverte à la négociation. Les négociations sont ouvertes. Je crois que la majorité des Français veulent qu'on réforme. La majorité des Français, il est vrai, ont pas tout à fait compris, et c'est parce que c'est pas compliqué, c'est pas parce que c'est que par la complexité des choses, pardon. C'est aussi parce que c'est un côté angoissant, la question des retraites. Tous les Français sont tout le monde est devant concerné. la retraite. Je vous laisse répondre dans un tout petit instant. On repart à l'Assemblée parce que Charles de Courson est avec nous. Il est député Liberté et Territoire de la Marne et il va justement interpeller le gouvernement sur cette question d'âge d'équilibre. Charles de Courson, qu'allez-vous demander au gouvernement sur l'âge pivot, l'âge d'équilibre? Je vais poser une question très simple. Est-ce que, oui ou non, le Premier ministre est susceptible de renoncer à ce concept d'âge d'équilibre à 64 ans ou non? Puisque les syndicats réformistes, CFDT, CFTC, même l'UNSA, voire même la CGC, ont tous basculé dans l'opposition à ce projet de réforme à cause de cette fixation de l'âge pivot devenu âge d'équilibre à 64 ans. Donc la question est toute simple. Oui ou non, allez-vous renoncer
à cet âge d'équilibre à 64 ans. Eh bien, on verra si le Premier ministre répond clairement à cette simple question. Merci. Merci Stéphanie Despierres. Valérie Lacroute, est-ce que vous demandez la même chose, vous Est-ce que le gouvernement va renoncer à cet âge d'équilibre? C'est une des questions effectivement essentielles, on l'a abordé tout à l'heure. Enfin, je crois que là-dessus, les Républicains, on a été très clairs. Il faut la réforme des retraites, je crois que là-dessus, il n'y a pas de sujet. En revanche, ce que veulent les Français, je ne suis pas convaincue qu'ils aient tous envie de cette réforme, puisque sinon ils ne seraient pas dans la rue. En revanche, ce qu'ils ont besoin, c'est de clarté et c'est d'être sûr que le système proposé par le gouvernement, et ce qui n'est pas le cas pour le moment, soit un système juste, équitable, qui mettent au même niveau le public et le privé, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Ce qui n'est pas tout à fait le cas dans la proposition faite par le gouvernement, parce que si on regarde bien, on est plutôt sur un système, une retraite qui est modifiée, une réforme. Oui, mais une réforme qui est modifiée en 2032 le temps de la pour transition, le privé et 2047 pour le public. Mais oui, mais vous voyez bien que la transition est nécessaire. Mais c'est pas possible. Les Français ont besoin et ont envie. Les Français ont besoin de transition. Juste. On ne peut pas imposer du jour au lendemain des choses aux Français. Vous ne pouvez pas traiter les Français qui sont dans le public ou dans le privé de façon différente. Il faut aller dans la douceur et progressivement, et je crois que tenir compte de la pénibilité. Et tenir compte bien évidemment de la pénibilité. C'est contradictoire ce que vous venez de nous dire. Ce qui n'est pas le cas là. Si vous regardez le système du public, quand vous regardez, on ne va pas rentrer dans le détail parce que ce serait beaucoup trop long, mais un conducteur SNCF, très clairement dans le système qui est proposé par le gouvernement, il y a un moment où il bascule, et vous le verrez entre 2000, entre celui qui est né en 31 décembre 1984 et celui qui est né au 1er janvier 1985, vous basculez et vous perdez 10 ans entre le cheminot qui est né... Alors, 85, c'est l'âge d'application de la réforme entre 50 pour les régimes spéciaux. Voilà, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, c'est une vraie question. Il n'y a plus personne à la SNCF qui part à 52 ans, Madame Lacroute, vous le savez. Les différents textes ont fait qu'aujourd'hui... Erwan Balanant, la question, elle se pose sur l'âge d'équilibre. Est-ce que finalement, vous êtes d'accord pour retirer cet âge d'équilibre? Vous le souhaitez ou pas? Moi, j'ai pas ni de totem ni de tabou sur la question d'âge d'équilibre. Si, parce que attendez, laissez-moi finir. La viabilité du système. Pour vous mettre dans la poche la CFDT. Moi, je souhaite une réforme qui soit juste, universelle. Et ça, je sais que là-dessus, il y aura pas. Ça sera ce qu'on va. On ira jusque là. Ensuite, je veux une réforme équilibrée pour que dans 10 ans, on revienne pas nous dire mais vous avez fait une réforme qui fonctionne pas, qui est pas équilibrée, ça marche pas. Moi, je veux une réforme qui soit juste, dont les Français puissent se projeter dans la transition et puissent se projeter, puissent savoir exactement. C'est pas le cas et il n'y a pas de simulateur. Mais il n'y a pas de simulateur parce que vous savez très bien que la CFDT dit c'est une ligne rouge, cet âge d'équilibre, et propose ce matin, dans une interview, une hausse des cotisations. Moi qui aime beaucoup la CFDT et qui m'arrive fréquemment de discuter avec eux, la ligne rouge, elle est extrêmement fine, puisque l'âge de départ effectif des Français et des Françaises aujourd'hui, c'est 63,5 années. Donc vous voyez que s'il y a une ligne rouge, elle est très fine. Et on oublie de dire que dans ce système-là, il n'y aura plus le système de décote qui oblige certaines femmes à partir à 67 ans. Progressivement, ça sera 64 ans pour tous. Et quand on va un peu plus loin, il y aura du bonus. Et pour ceux qui arrêtent avant, il y aura du malus. Enfin, oui, c'est ce qu'on veut dire entre 62 et 64 ans, c'est que vous allez avoir une décote importante. Comme aujourd'hui, la décote, elle va jusqu'à 67 ans aujourd'hui. Une femme qui n'a pas validé ses trimestres, aujourd'hui, elle va à 67 ans. Les retraites. Alors, Valérie Lacroute. Et ce qu'on ne dit pas non plus, c'est que le système global proposé actuellement, et qui est quand même assez flou, va faire globalement baisser le montant des retraites. Et on aperçoit à l'antenne Richard Ferrand, donc le président de l'Assemblée nationale, qui traverse la salle des pas perdus sous les sons des tambours de la garde républicaine pour aller rejoindre l'hémicycle avec le début de cette séance de questions au gouvernement dans un tout petit instant. L'augmentation des cotisations que propose finalement aujourd'hui Laurent Berger, c'est non pour les Républicains? Oui, nous on est plutôt sur un départ progressif à la retraite. Et effectivement, le gouvernement n'a pas voulu, Emmanuel Macron a très clairement depuis le début renoncer à l'augmentation de l'âge de la retraite, et ce qui est quand même le problème de fond. Et pour l'instant, il n'y a pas... Merci à tous les deux.